La Grande Guerre ou la Première Guerre mondiale. La Grande Guerre de 1914 s'est déroulée pour l'essentiel en Europe, même si toute la planète s'est battue à cette occasion. En 1914, l'Europe domine le monde. Les grandes puissances rivalisent entre elles et forment des alliances défensives. L'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie forment la Triple Alliance, alors que le Royaume-Uni, la France et l'Empire russe forment la Triple Entente. L'étincelle qui va ruiner le vieux continent, c'est l'attentat de Sarajevo, avec l'assassinat de François Ferdinand, l'archiduc d'Autriche-Hongrie. Ce triste 28 juin 1914 déclenche le jeu des alliances, qui débouche sur une guerre européenne, puis mondiale. L'empereur autrichien François-Joseph Ier se dispose à donner une leçon à la Serbie. La Russie apporte son soutien à cette dernière par solidarité slave. La France se sent obligée d'apporter sa garantie à la Russie. L'Allemagne, de son côté, se doit de soutenir l'Autriche. C'est ainsi que l'équilibre européen très fragile va être victime de ces systèmes d'alliance. Le 1er août, l'empereur d'Allemagne riposte à la Russie en lui déclarant la guerre et en mobilisant ses propres troupes. La France mobilise à son tour dans les minutes qui suivent. Le 3 août, l'Allemagne lui déclare la guerre et pour hâter les choses, envahit la Belgique. Le lendemain, les Anglais qui avaient garanti la neutralité à la Belgique déclarent à leur tour la guerre à l'Allemagne. En quelques jours, 6 millions d'hommes se retrouvent ainsi sous les drapeaux. Chacun se résigne à un conflit que l'on espère court et, fait exceptionnel, on compte très peu de désertions dans tous les camps. L'Allemagne porte son effort principal sur la Belgique et la France du Nord, prenant les Français à revers. Le général en chef français Joffre organise une retraite générale en bon ordre. Les Allemands, trop heureux de leur succès, contournent Paris en obliquant vers la Marne. Erreur fatale. Au prix d'un effort surhumain, les Français stoppent net leur avancée par la contre-offensive de la Marne, du 6 au 11 septembre 1914. Les troupes allemandes et françaises tentent de se déborder l'une l'autre par l'ouest. C'est la course à la mer. Mais personne n'arrive à percer le front. Les troupes allemandes creusent des tranchées et s'y terrent pour éviter de reculer davantage. Les troupes françaises font de même. Le front franco-allemand se stabilise dans la boue de la mer du Nord aux Vosges sur 700 km. Cette situation va durer 4 longues années. Cette guerre de mouvement se transforme rapidement en guerre de position. Le conflit devient une guerre totale. Sur le front, les morts sont nombreux et les soldats survivants vivent sans hygiène, ce qui leur vaut le surnom de poilus. Ils vont vivre des années sombres, dures, dans la boue, au milieu des barbelés. C'est le royaume de l'horreur. Leurs lettres subissent la censure de l'État. Épuisés par la guerre, ils multiplient les désertions et les mutineries. À l'arrière, les femmes remplacent les hommes à leur travail. L'État transforme son économie en économie de guerre et les populations sont rationnées et leurs biens réquisitionnés. Le conflit a débuté à l'ancienne mode, avec des cavaliers en gants blancs et des fantassins en uniformes colorés. Imaginez, les Français ont des pantalons rouges. Quelle discrétion! Très vite, ils changent de nature. Les armes et les technologies nouvelles apparaissent au fil des mois. Gaz de combat, chars d'assaut, mitrailleuses, barbelés, aviation. Ces armes modernes ont un pouvoir de destruction terrifiant. Et les villes où l'on se bat ne sont bientôt plus qu'un amas de ruines. Malgré cela, pendant l'année 1915, toutes les tentatives de part et d'autre pour rompre le front échouent, au prix de pertes sanglantes, en particulier les offensives françaises en Artois et en Champagne. En 1915, suite à un traité secret qui lui promet de substantielles annexions en cas de victoire, l'Italie se rallie à la Triple Entente, la France, l'Angleterre et la Russie. Dans le même temps, l'Allemagne tente sans succès de rompre le front en Russie, puis engage la guerre sous-marine contre les navires qui approvisionnent ses ennemis
au risque de se mettre à dos les États-Unis. L'année 1916, c'est l'année des grandes offensives de Verdun et de la Somme, où des masses de poilus sont engagés après d'intenses préparations d'artillerie. Ces grandes offensives se soldent par des centaines de milliers de morts sans donner de résultat. Avril 1917, le président Wilson, qui ne pouvait admettre que les sous-marins allemands prennent les navires américains comme cible, entraîne les États-Unis dans une guerre totale également aux côtés de la Triple Entente. Mais à la fin de l'année 1917, éclatent les mutineries des poilus, ayant le sentiment de combattre et mourir pour rien, tandis que, à l'arrière, la vie continue comme si de rien n'était. 1917, c'est aussi la Russie qui se retire après sa révolution bolchevique, pendant que les États-Unis rejoignent la Triple Entente, comme on l'a pu l'entendre. Face au péril, le chef du gouvernement français, Georges Clemenceau, obtient que le commandement des armées franco-anglaises soit désormais confié à un seul homme. C'est le général Foch qui coordonne désormais toutes les opérations sur le front occidental. Dès avril, il arrive à stopper l'offensive allemande sur la Somme. En juillet, il passe à la contre-offensive avec les premières troupes américaines dans la région de Villers-Cotterêts. Les Allemands sont partout repoussés. L'Allemagne signe alors l'armistice le 11 novembre 1918. La guerre a détruit l'Europe. Elle a subi de nombreuses modifications territoriales lors de la signature des traités de paix, le traité de Versailles, qui lui est signé du coup le 28 juin 1919. 4 ans de conflit généralisé laissent 11 millions de morts. De nombreuses régions, comme le nord de la France, sont transformées en champs de ruines. Les États européens entrent dans la paix avec des dettes énormes contractées pour l'essentiel auprès des États-Unis. Ces derniers apparaissent comme les grands vainqueurs de la guerre, s'il y a un vainqueur. Le 1er août 1914, la mairie de Charmes, comme toutes les mairies de France, reçoit le télégramme annonçant le début de la mobilisation générale pour le lendemain. Le maire fait alors placarder les affiches et on sonne le tocsin pour annoncer la nouvelle. La France entre en guerre. Dans les premiers jours de conflit, le préfet de l'Ardèche envoie un télégramme chaque jour aux mairies afin de donner des nouvelles des combats. Rapidement, les bulletins d'information se feront plus rares. Le télégramme daté du 11 août 1914 se termine par « Recevrez dorénavant nouvelles tous les 2 ou 3 jours, à moins événement important ». Nous n'avons pas trouvé de télégramme au-delà de cette date. Petit à petit, la censure se met en place. En témoigne ce télégramme du 24 décembre 1914 demandant au maire de faire saisir le journal La France de demain. Les écoles de Charmes pendant la guerre de 14-18. Pendant la Première Guerre mondiale de 1914-1918, les enfants de Charmes avaient pour école l'école Port-en-Broye et une école élémentaire libre. L'école Port-en-Broye, située place Ambroise, actuellement maison de Rosine Sicot. Cette école publique était une école pour les garçons, maison d'école pour les garçons, et une école pour les filles. Cette école, composée de 2 immeubles, fut vendue en 1920. Selon nos archives, aliénation de 2 immeubles dits ancienne école de filles et maison communale. Le terme aliénation signifiant transférer la propriété à une autre personne. Concernant l'école élémentaire libre, actuellement l'école privée Sainte-Colombe, située en face de l'église sur la rue du Péage, il y avait 2 salles de classe entre la maison d'habitation des Sœurs de Bourg-Saint-Andéol et la rue du Péage. Les Sœurs de Bourg-Saint-Andéol faisaient la classe. Avant la guerre, après l'achat de 2 terrains contigus en 1910 et en 1911, la construction d'une école publique de filles
actuellement école maternelle Lusso-Berti, fut commencée. Les travaux seront interrompus pendant la guerre de 14-18 pour reprendre ensuite et se terminer en 1921. Pendant cette guerre, les communes étaient mises à contribution afin de participer à l'effort de la guerre, d'où l'arrêt de ces travaux. Lusso-Berti, alias Lucie Robert, née le 5 juillet 1890, décédée le 24 février 1975, écrivain local, qui était la fille du notaire de Charmes, Maître Robert, a consacré de nombreux écrits. Elle fut l'auteur en particulier d'une œuvre en vers, Avec nos morts, qui étaient des poèmes de guerre. Ce recueil de juillet 1915 à décembre 1916 avait été mis en vente au profit des soldats prisonniers en Allemagne et des aveugles de la guerre. À un blessé, lentement, gravement, comme un fidèle au temple, s'agenouille le front dans ses mains pour prier. Auprès de votre lit, je viens m'humilier et soumettre mon âme à votre haut exemple. Vous êtes étendu, calme, sans un soupir. Je regarde longtemps votre pâle visage et je sens peu à peu que je deviens plus sage. C'est vous qui m'apprenez comment il faut souffrir. C'est vous qui m'enseignez le secret du courage. Vous acceptez. Hélas, je ne sais que subir. À un combattant, j'ai lu votre touchant message, soldat, patriote inspiré, grand par le cœur et le courage. Vous dont le nom m'est ignoré, à mon tour de vous rendre hommage, soldat admirable, admiré. Je suis une jeune Française, j'ai partagé votre insomnie au cours de la garde mauvaise, au cours de la nuit d'agonie. J'ai veillé dans un lourd malaise quand vous me croyez endormi. Au pays envahi, l'Exode. J'évoque le départ du douloureux cortège. Il s'est formé sans bruit, à la faveur du soir, et puis, comme il serait imprudent de sursoir, il part dans la nuit qui le couvre et le protège. Il va, morne et compact, silencieux, funèbre, talonné par l'effroi du canon allemand. Et sur la route, qui toujours plus en ténèbres, on croit voir s'avancer un troupeau transhumant. Il part, accru sans cesse, à tous les carrefours. Il va. Il marchera peut-être plusieurs jours. Vous êtes providence avant que d'être juge. Mon Dieu, ces malheureux ont besoin d'un refuge. Faites qu'ils n'errent point longtemps sur les chemins. Dirigez-les vers nous qui leur tendons les mains. Retour des prisonniers. Ces hommes, d'un élan fougueux et magnifique, embrassent en pleurant le sol de la patrie. Ô adoration, ferveur, idolâtrie, geste d'amour qu'achève un transport fanatique. Nos cœurs battent plus fort qu'au récit d'un exploit, et, comme ces captifs revenus d'Allemagne, oublieux de l'exil et de l'horrible bagne, nous renaissons prêts à d'héroïques emplois. Comme eux, nous respirons et nous nous sentons libres. L'air vibrant n'est qu'un vol de victoire ailée. Un long frémissement parcourt toutes nos fibres. Nos intimes ardeurs sont enfin dévoilées. Un immense besoin de vivre davantage ou de mourir emplit nos cœurs en cet instant. Gardez le souvenir de ce geste exaltant pour tous les lendemains qui seront sans courage, pour tous les jours déchus, lassés et sanglotants. Le garder à jamais, intact et grande image, puisque nous n'avons pu mourir dans cet instant. Suite à la mobilisation générale des hommes pour partir au front, les travaux dans les champs et dans les usines sont perturbés. La France fait alors appel à tous les bras
mobilisables en France pour continuer ces travaux. Aux femmes françaises. La guerre a été déchaînée par l'Allemagne malgré les efforts de la France, de la Russie, de l'Angleterre pour maintenir la paix. À l'appel de la patrie, vos pères, vos fils et vos maris se sont levés et demain ils auront relevé le défi. Le départ pour l'armée de tous ceux qui peuvent porter les armes laisse les travaux des champs interrompus. La moisson est inachevée, le temps des vendanges est proche. Au nom du gouvernement, de la République, au nom de la nation tout entière groupée derrière lui, je fais appel à votre vaillance, à celle des enfants que leur âge seul, et non leur courage dérobe au combat. Je vous demande de maintenir l'activité des campagnes, de terminer les récoltes de l'année, de préparer celles de l'année prochaine. Vous ne pouvez pas rendre à la patrie un plus grand service. Ce n'est pas pour vous, c'est pour elle que je m'adresse à votre cœur. Il faut sauvegarder votre subsistance, l'approvisionnement des populations urbaines, et surtout l'approvisionnement de ceux qui défendent à la frontière avec l'indépendance du pays, la civilisation et le droit. Debout donc, femmes françaises, jeunes enfants, filles et fils de la patrie, remplacez sur le champ du travail ceux qui sont sur les champs de bataille. Préparez-vous à leur montrer demain la terre cultivée, les récoltes rentrées, les champs ensemencés. Il n'y a pas dans ces heures graves de labeur infime, tout est grand qui sert le pays. Debout à l'action, au labeur, il y aura demain de la gloire pour tout le monde. Vive la République, vive la France! Dans un même temps, la préfecture de l'Ardèche fait de nombreux courriers aux maires de chaque commune. Le but est de réaliser un inventaire de la main-d'œuvre agricole et industrielle existant sur cette commune et susceptible d'être employée aux travaux agricoles, particulièrement pour les hommes non mobilisés, les femmes et les enfants. Le préfet souhaite aussi évaluer les besoins en main-d'œuvre sur ces communes de manière à mettre à disposition des ouvriers au chômage, français, kabyles ou étrangers, de manière à ce que l'ensemble des travaux qui ont été abandonnés par les hommes partis au front puissent continuer à se faire. Les sursitaires. Les hommes exerçant au village certaines professions très utiles à la population ont pu bénéficier de sursis. Ces décisions étaient transmises à Monsieur le préfet de l'Ardèche par le commandant de la 15e région, qui à l'époque était le général Coquet. Le préfet avertissait le maire, qui était chargé de transmettre l'information à l'intéressé avec la date limite de son sursis. Nous avons 3 exemples de ces sursis. Henri Grousson, réparateur de machines agricoles, en date du 9 août 1916. Paul Bois, boulanger à Charmes, en date du 5 août 1916. Élie Merlin, boulanger à Charmes, en date du 17 août 1916. Les difficultés de la vie quotidienne. Pendant ce temps de guerre, la vie dans les villages est bouleversée. La plupart des hommes sont enrôlés dans l'armée, les femmes prennent le relais pour les travaux des champs, mais elles ne peuvent pas tout faire. Les maires ont la possibilité de demander soit le détachement de militaires pour des travaux importants à faire, comme les moissons par exemple, soit l'attribution d'une équipe de prisonniers de guerre. Ces demandes se heurtent souvent au manque de ressources dans les dépôts militaires qui gèrent ces personnes. D'autres tracasseries dans cette époque troublée entravent le quotidien des villageois. Ainsi, la circulation automobile libre comporte l'obligation de posséder un sauf-conduit pour le conducteur et chaque passager, y compris les officiers et les fonctionnaires.
Ce sauf-conduit est délivré soit par l'autorité militaire, soit par l'autorité civile, préfet, sous-préfet, maire, commissaire de police, de la résidence de chaque intéressé. La validité du sauf-conduit est limitée dans le temps et sa rédaction en est très stricte. Il doit aussi comporter la photo de la personne, oblitérée par le cachet du fonctionnaire le délivrant, l'empreinte du cachet devant être placée à la fois sur la photo et sur le document. Il doit être présenté à toute réquisition des autorités civiles ou militaires. Les militaires et agents ont reçu l'ordre de tirer sur les voyageurs automobilistes n'obtempérant pas à leur réquisition. Jean-Baptiste Manivite, un poilu de la guerre de 14-18. Il était natif de Haute-Loire et très bon camarade de régiment de Louis Charrier qui habitait dans la grande maison en briques rue de la Fesse, actuellement la Crèche à Charmes. Nous avons retrouvé dans les archives de cette maison Charrier le recueil de poésies et chansons de Jean-Baptiste Manivite. Il était boulanger lorsqu'il est parti faire son service militaire en 1912. À la fin de son service, en octobre 1914, il est classé dans la réserve. La guerre étant déclarée en août, il est donc maintenu sous les drapeaux et part sur les champs de bataille. Il est blessé au combat en 1915, en 1916 et en 1918. Malgré toutes ces blessures, il est mis en congé illimité de mobilisation que le 12 avril 1919. Il décédera un an plus tard dans son village natal de Haute-Loire. Nous avons sélectionné dans son recueil quelques poésies retraçant les impressions physiques ou morales que pouvait ressentir un soldat. Ça vous fait tout de même quelque chose. Avant de partir au régiment, lorsqu'est venu le tirage, je me souviens, je marchais crânement avec les conscrits de mon village. Au moment de prendre mon numéro, je me demandais, l'air taciturne, serais-je marin ou bien tringlot? Et je tremblais en fouillant dans l'urne. Quand on se dit « faut quitter le patelin, la ferme, les cochons et sa rose », on a beau faire le malin, ça vous fait tout de même quelque chose. Quelque temps après la conscription, on me fit revenir à la mairie, afin de passer la révision. C'est une drôle de cérémonie. Faut se mettre tout nu devant le major, ôter sa culotte et sa chemise, et leur y faire voir ses trésors qu'on conservait pour sa promise. Quand on est tout nu sur le tremplin, comme une fleur nouvelle éclose, on a beau faire le malin, ça vous fait tout de même quelque chose. Puis, on me mène au quartier tout droit, le sergent m'habille au pas de charge, il me donne un veston trop étroit avec un pantalon trop large. Ah, que l'on est fier d'être français! Dès qu'on a l'habit militaire et qu'on vous désigne 1 heure après pour la corvée de pommes de terre, quand le caporal vous dit « Viens, faudra passer la jambe à chose », on a beau faire le malin, ça vous fait tout de même quelque chose. Je vais avoir fini mes 2 ans, c'est singulier comme le temps passe. Je ris, je pleure tout en même temps, en songeant que je suis de la classe. Va falloir quitter son képi et se séparer de ses premiers grades. Faut dire au revoir à son fusil et dire adieu aux camarades. Quand on leur donne une poignée de main que pour la dernière fois on se cause, on a beau faire le malin, ça vous fait tout de même quelque chose. Ne te fais pas soldat. Mon cher enfant, j'apprends avec tristesse qu'étant sur le point de finir ton congé, pour oublier l'abandon de ta maîtresse, étant sergent, tu demandes à rengager. Voilà 3 ans que je pleure ton absence et que j'attends ton retour près de moi. Quand il fallut partir servir la France, je n'ai rien dit,
puisque c'était la loi. Mais aujourd'hui que t'as fini la carrière, que t'as fait ton devoir comme tout le monde ici-bas, t'as d'autres devoirs à remplir près de ta mère. Je t'en supplie, ne te fais pas soldat. Pendant 3 ans, j'ai souffert en cachette, car je craignais, te sachant trop nerveux, que les propos de ta mauvaise tête te fassent finir ton service aux joyeux. Mais à ton tour, orgueilleux de ton grade, pour obéir aux termes du règlement, il te faudra punir tes camarades qui sont, comme toi, attendus de leurs parents. La discipline égale mais sévère te fera le bourreau de ces pauvres petits gars. Sans le vouloir, tu feras pleurer des mères. Je t'en supplie, ne te fais pas soldat. À la patrie, tu viens de payer ta dette. Pour la servir, cela ne suffit pas. Reviens chez nous, où tout le monde répète que les travaux des champs manquent de bras. Tu feras germer dans la terre de France le blé qui doit nourrir le genre humain. Dans nos sillons vient semer l'abondance, cela vaut mieux que de tuer son prochain. Si l'ennemi venait à la frontière, j'irais moi-même te conduire au combat. En attendant, viens cultiver la terre. Je t'en supplie, ne te fais pas soldat. Puis, mon pauvre gars, autre chose me chagrine. C'est en voyant ce qui se passe chez nous, tes camarades qui travaillent à l'usine et qui s'éreintent pour gagner 50 sous. Depuis quelque temps, ils parlent de se mettre en grève. Dame, ils sont là, ces pauvres citoyens. Et si jamais leur cri d'angoisse s'élève, faudra veiller à ce qu'ils ne cassent rien. Pour réprimer leurs grands cris de colère, c'est peut-être toi qu'on enverra là-bas. Tu seras forcé de tirer sur des frères. Oh, par pitié, ne te fais pas soldat. Le clairon. L'air est pur, la route est large, le clairon sonne la charge. Les oives vont en chantant, et là-haut sur la colline, dans la forêt qui domine, on les guette, on les attend. Le clairon est un vieux brave, et lorsque la lutte est grave, c'est un rude compagnon. Il a vu maintes batailles et porte plus d'une entraille, depuis les pieds jusqu'au front. C'est lui qui guide la fête, jamais sa fière trompette n'eut un accent plus vainqueur. Et de son souffle de flamme, l'espérance vient à l'âme, le courage monte au cœur. On grimpe, on court, on arrive, et la fusillade est vive, et les autres sont adroits, quand enfin les cris se jettent, en marche à la baïonnette, et l'on entre sous le bois. À la première décharge, le clairon sonnant la charge tombe frappé, sans secours. Mais par un effort suprême, menant le feu quand même, le clairon sonne toujours. Et cependant le sang coule, mais sa main qui le refoule suspend un instant la mort. Et de la note affolée précipitant la mêlée, le clairon sonne toujours. Et il est là couché dans l'herbe, dédaignant, blessé, superbe, tout espoir et tout secours. Et sur la lèvre sanglante, gardant sa trompette ardente, il sonne, sonne toujours. Puis dans la forêt pressée, voyant la charge lancée et les zouaves bondir, alors le clairon s'arrête. La dernière tâche est faite, il achève de mourir. Louis Pinet, un enfant de charme. Louis Pinet est né le 22 janvier 1887 à Charmes-sur-Rhône, dans la maison dite le Château, actuellement l'Hôtel de Ville. Une partie de cette belle maison appartient à ses parents, Émilie Bourrette, décédée en 1915, et Jean-Charles Pinet, décédé en 1914. Il était patron moulinier au moulinage de Bellevue jusque dans les années 1910-1911. Cette usine s'est arrêtée de fonctionner en 1913 pour cause de faillite et non de guerre, mais la déclaration de celle-ci, en 1914, n'a certainement pas facilité la réouverture de ce moulinage qui a repris son activité qu'en 1918 avec un nouveau moulinier. Avec la loi du 21 mars 1905, le service militaire passe de 3 ans à 2 ans.
Louis Pinet devance son appel à l'âge de 19 ans le 31 mai 1906. Il signe son engagement pour une durée de 3 ans dans le but de n'en faire qu'un, puisque les engagés volontaires ont la faculté de renvoi après une année de service militaire. Ce service court est réservé à ceux qui ont un diplôme à faire valoir ou une justification professionnelle. Jean-Charles Pinet, filateur à Charmes et frère de Louis, fait un certificat indiquant que ce dernier était ouvrier d'art et dessinateur sur étoffe dans son entreprise. Après 11 mois de service, Louis quitte l'armée avec le grade de caporal. Sa carrière de filateur moulinier le fait voyager de l'Ardèche en Italie, en Orient, où il sera nommé directeur d'une filature en Turquie en 1910. À chaque changement de domicile, il a l'obligation de faire enregistrer sur son livret militaire son nouveau lieu de résidence. Lorsqu'il revient en France en 1912, la soie est en pleine crise et il est sans emploi. Un an plus tard, en 1913, Louis Pinet est embauché dans les chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée à Châtillon-sur-Seine, en Bourgogne. Dans l'après-midi du 1er août 1914 survient l'ordre de mobilisation générale. Dès lors, les chemins de fer passent sous le contrôle du ministère de la Guerre. La mobilisation nécessite aux chemins de fer, et particulièrement au PLM, Paris-Lyon-Méditerranée, la mise en route de 3262 trains en 4 jours. Louis Pinet n'est pas mobilisé car la France en guerre a besoin de cheminots. Il est donc conducteur de train 12 heures par jour et 7 jours sur 7 durant toute la guerre. Les risques sont grands. À l'aller vers le front, Louis Pinet achemine soldats, matériel, armes et munitions, intendances, chevaux et leurs foins. Au retour du front, il transporte beaucoup de blessés apportés par la Croix-Rouge et les dépose dans la ville la plus proche du front ayant un hôpital. Pour les différentes batailles, les troupes utilisent le PLM, si bien que le général Joffre disait « La guerre actuelle est une guerre de chemin de fer ». En 1917, les Américains s'engagent dans le conflit et utilisent le réseau PLM pour transporter leurs troupes et leur propre matériel. Les trains sont alors conduits par les Américains et les cheminots français doivent assurer leur sécurité. Après la guerre, Louis Pinet reçoit une lettre de remerciement de la part des Américains. Paul Charéron, Carnet d'un poilu de 1914 à 1915. Qu'est-ce qu'un poilu ? Molière utilisait ce mot de poilu pour désigner une personne faisant preuve de beaucoup de courage. Mais une expression encore plus ancienne signifiait brave à 3 poils. A-t-on fait un mixage de ces deux expressions pour appeler poilus nos soldats des tranchées de la guerre de 1914 à 1918 ? Mais il est certain que l'hygiène était telle que les hommes de troupe ne pouvaient ni se laver ni se couper les cheveux à leur convenance. Voici un résumé du carnet de l'itinéraire de campagne de 1914-1915 de Paul Charéron. Déclaration de guerre le 2 août. Je quitte mon foyer le 3 août pour rejoindre ma garnison à Valence. Le lendemain, je suis affecté au service du lieutenant Dupuis. Le 9 août, nous prenons le train pendant 24 heures en direction de la frontière. Après quelques jours de marche, nous arrivons à Ancervilliers le 14 août où nous voyons les premiers morts. Le 16 août, nous passons la frontière, nous arrachons les poteaux et arrivons au village de Richeval. C'est le baptême du feu. Le 19 août, direction Sarrebourg, mise en batterie le 20. Le 21, repli des troupes pour arriver à Fauconcourt le 26, où nos pièces d'artillerie tirent toute la journée. L'ennemi est juste en face. Le 11 septembre, nous quittons Réancourt pour atteindre Hayenville sous la pluie. Après une bataille qui a dû être terrible, le village est détruit, il y a beaucoup de morts français et allemands. Nous reprenons la route, nous ne voyons que des décombres et des cadavres d'hommes et de chevaux en état de décomposition. J'allume ma pipe car c'est impossible de respirer.
Après plusieurs jours de marche sous la pluie, nous passons le col de Chipote le 23 septembre. Le 26 septembre, dans la forêt de sapins, on met en position les pièces et les chevaux à la corde. Nous nous installons dans le bois et la forêt devient un vrai village. Le 4 novembre, on repart pour arriver à Épinal le 9. Le lendemain, l'ordre est donné de partir. Après une période de repos, nous repartons le 5 décembre jusqu'à Tremblecourt pour un bon mois. Nous passons les fêtes tranquilles. Le 18 janvier, nous reprenons la route pour s'installer à Blénaud pour une période de repos où je dors dans un vrai lit. Le 5 mars, il faut rejoindre la batterie. On n'est pas loin des Allemands qui nous attaquent de nuit. Mais le 29 mars, on les oblige à évacuer le bois. Nous repartons le 3 avril. Dans le bois, je m'abrite dans un boyau avec de la boue jusqu'aux genoux. On touche de l'agneau la volonté, mais pas d'eau pour se laver, et on est noir comme un corbeau. Le 6 avril, je quitte la position et vais en arrière. Le 24, je vais faire la relève, et le lendemain, je passe prêt à me faire zigouiller. Une marmite est tombée à 4 mètres de nous, et je suis recouvert de terre. Le 3 juin, on embarque à la gare de Corcy pour la gare de Verdun. Un avion allemand survole la ville le 5 juin. Il est chassé par nos avions français et abattu à coups de mitrailleuse. Le 17 juin, on part pour Thièvres, en limite de la Somme et du Pas-de-Calais. Le 4 juillet, on repart de Thièvres. Nous passons des nuits dans des marabouts. Par hasard, le 7 septembre, je retrouve mon frère Louis près de Bussy, le château. Il est surpris et sur le coup, à peine s'il me reconnaît, après presque 14 mois de campagne. Il travaille de nuit aux tranchées. On se voit presque tous les jours, du 7 au 21 septembre. À cette date, chacun part de son côté et on se retrouve les jours de bombardement du 23 et 24 septembre. Le 25, nos troupes se portent en avant. Le 26, on quitte la position et je vais voir le fortin que nous avons pris aux Allemands. L'intérieur forme un immense entonnoir et des galeries souterraines très profondes remplies de nombreux morts allemands et quelques Français. Le 1er octobre, on quitte la position, on passe dans le village en ruine de Souin. Le 12, je monte aux tranchées et le 13, un obus tombe tout près de moi, je me relève sain et sauf. Le 22 octobre, on me fait une surprise et bonne nouvelle, je pars en permission. Départ à minuit. Ce carnet de combattant se termine sur ce départ en permission. Mon grand-père, Eugène Jacamet, né à Beaufre en Ardèche le 26 août 1878, est parti à la guerre en août 1914 à l'âge de 36 ans. Le 19 et le 24 janvier 1915, il écrit de Biarritz à ma grand-mère Sylvie Jacamet 2 cartes postales et envoie sa photographie de blessé avec un camarade de Privas. 19 janvier 1915. Bien chère épouse, as-tu reçu mes cartes ou lettres? Je compte que oui. Aujourd'hui, ça ne va pas plus mal. Hier, on a pris la photographie de la blessure pour s'assurer où était exactement l'éclat pour pouvoir le situer. Je ne souffre pas trop. Nous sommes toujours les mêmes et bien soignés. Demain, je t'envoie une lettre et pensant que celle-ci vous trouvera en bonne santé, je vous embrasse tous très fort. Ton époux Jacamet. 24 janvier 1915. Chère épouse, 2 mots pour te dire que ça va à peu près. Je ne souffre toujours pas trop. Le 22, on m'a sorti la balle. On ne m'a pas trop fait souffrir non plus. Je la garde comme souvenir et l'emporterai pour vous la faire voir. Espérant que vous êtes en bonne santé, je t'enverrai demain ou après-demain. Aujourd'hui, j'ai eu une visite de Madame Nunu qui venait de la part de Madame Blache. Je vous embrasse tous très fort. Ton époux Jacamet. Ma chère Sylvie et chers enfants,
Ma photographie de blessé avec mes camarades de privat. Ce n'est pas bien fait, mais c'est un souvenir. Tu me vois avec ma capote du 80e, képi du 315e et mon pantalon Fontaine. Vous embrasse tous très fort. Jacques Amet. Après avoir été soigné à Biarritz, il retourne au front dans la Haute-Alsace et écrit à nouveau à ma grand-mère le 16 juin 1916 et le 19 septembre 1916 à sa fille, mademoiselle Marie Jacamet, née en 1911. Elle avait donc 5 ans et c'était ma mère. Le 16 juin 1916. Chère épouse, voilà 3 ou 4 jours que je n'ai pas eu de tes nouvelles. Je me demande ce qui se passe. Serait-il que tu ne m'aurais pas écrit ou que les lettres ne me seraient pas parvenues? Dans la prochaine, tu me diras si vous avez commencé de moissonner. Quand vous aurez coupé l'avoine au-dessus des fabriques, vous planterez un sac ou deux de pommes de terre en commençant par le bas. Pas grand-chose à te dire pour l'instant. Je suis toujours en bonne santé. Je désire que ma carte vous trouve tout de même. Tu embrasseras bien pour moi les enfants. Au revoir en attendant de te lire. Ton époux qui t'aime et t'embrasse de tout cœur. Eugène Jacamet. 19 septembre 1916. Ma petite Marie, je languis beaucoup de vous voir, car je languis de voir ton petit frère Georges. Tu l'embrasseras bien pour moi, ainsi que la maman. Ton papa qui pense à toi et qui t'embrasse. Jacamet. Il est revenu de la Grande Guerre, a continué sa vie de paysan. Il est décédé en 1954 à Saint-Georges-les-Bains. Camille et Marius Bard, 2 enfants de charme. La famille Bard a été bien éprouvée par cette grande guerre. Léopold Bard et son épouse Marie-Félicité Desbaux habitaient au Ménaforie à Champs-sur-Rhône. 2 de leurs enfants ont été mobilisés et ne sont pas revenus de cette dure épreuve. Camille Auguste est né le 6 septembre 1887 à Charmes. Il est incorporé au régiment des Hussards le 1er septembre 1908. Le 24 juillet 1909, il est incorporé à la 5e compagnie de remonte. Son service militaire accompli, il se rengage au titre du régiment d'infanterie coloniale. Le 13 août 1914, il revient du Maroc avec le 20e bataillon colonial. Il arrive dans la Marne le 20 septembre et le lendemain, lors d'une bataille, il perd la vie et sera déclaré mort pour la France. Marius Émile, né le 22 novembre 1889 à Charmes. En 1910, il est exempté du service militaire pour cause de rachitisme, mais il est reconnu bon pour le service armé par le Conseil de révision en 1914. Le 8 mars 1915, la commission de réforme de Marseille propose un changement d'arme pour cause de varices volumineuses. À la fin de cette même année, par erreur, il est déclaré déserteur. Le 16 février 1916, il est nommé au 22e régiment d'infanterie coloniale et perd la vie le 30 juillet 1916 dans le département de la Somme et sera déclaré mort pour la France. Les 2 frères sont répertoriés sur le livre d'or des héros morts au champ d'honneur. Louis Magnon. La petite fille d'un poilu nous a rapporté les souvenirs d'enfance de son grand-père. Louis Magnon est né le 5 février 1886 dans la Drôme, mais il a séjourné plusieurs années à Charmes. Durant la guerre, il a tout connu, de Verdun au chemin des Dames en passant par le front italien. Il survit au parcours terrible de cette période. Comme la grande majorité de poilus, il n'aime pas parler de cette terrible guerre. Lorsque sa petite fille l'interroge, la seule réponse qu'elle obtient, c'est qu'il faisait tellement froid que même le pinard gelait. Son parcours militaire l'amène à être soldat au 115e bataillon de chasseurs à pied. En 1916, il est blessé,
Mais la plus grave blessure est celle du 8 juin 1918, où un éclat d'obus se loge près de la colonne vertébrale. Il reste alors paralysé dans une chaise roulante. Quelques années plus tard, après la guerre, il retrouve un peu de mobilité grâce au progrès de la médecine et marche avec l'aide de béquilles. À titre honorifique, plusieurs médailles lui sont remises, comme par exemple la médaille de la Croix de guerre avec palme, la médaille militaire, la médaille de chevalier de la Légion d'honneur, la médaille d'officier de la Légion d'honneur, la médaille de l'ordre du mérite de combattant. Le légionnaire. Depuis longtemps, la raison du plus fort tenait courbés deux bons vieux de l'Alsace, et dans leur cœur, opprimés par le sort, l'amour de France était toujours vivace. Lorsque son fils atteignit 18 ans, sa pauvre mère murmura les mains jointes « Va vite en France t'engager, mon enfant, tu ne dois pas servir les casques à pointe. » Lorsqu'à Nancy, au bureau de recrutement, il vint, joyeux, signer son engagement, le sergent dit « Regardez-moi cette caboche. Dans leur pays, lorsque ça n'a plus de pain, ça vient chez nous espiner son prochain. Pour la Légion, c'est encore un sale boche. » En Algérie, son accent alsacien, dont il n'avait jamais pu se défaire, le faisait prendre pour un vulgaire prussien et détesté des autres légionnaires. Les rengagés ne pouvaient pas le souffrir. Il avait beau suivre la droite route, tous les prétextes étaient bons pour punir la tête carrée, le mangeur de choucroute. Il écrivait souvent à sa maman « Je suis heureux car dans mon régiment on me dorlote, on ne me fait pas de reproches. » Puis, essuyant ses larmes qui coulaient, le pauvre gars pensait « Elle mourrait si elle savait qu'on m'appelle l'Alboche. » Les légionnaires sont partis au Maroc. Un jour, surpris par une fusillade, le capitaine, voulant éviter le choc, tombe malgré lui sous le feu d'une embuscade. Mais l'Alsacien, s'élançant comme un lion, sauve l'officier, pendant que les secours approchent. Quand le colonel lui demanda son nom, il répondit « On m'appelle l'Alboche ». Devant tout le monde, son chef le décora, en s'écriant « Rappelez-vous, braves soldats, que dans la Légion, il n'y a pas de différence. Quand le drapeau vous conduit au succès, il n'y a plus d'Allemands, d'Italiens ou d'Anglais. Vous êtes tous des enfants de la France. » Les noces de Madeleine. Dans un moulin de la blonde Lorraine, au bord d'un bois vers la fin de l'été, le meunier Jean mariait Madeleine avec Marcel, son heureux fiancé. Tous deux s'aimaient déjà depuis l'enfance. Un doux sourire illuminait leurs yeux, et le moulin, en ce jour d'espérance, retentissait de leurs rires joyeux. Le soleil caressait la plaine, les fauvettes dans le buisson, les rossignols et les pinsons disaient leurs plus douces chansons pour la noce de Madeleine. Mais tout à coup, un bruit de fusillade vient d'éclater. Un bataillon français, après de la surprise une embuscade, la poudre gronde au fond du bois épais. Par la fenêtre, une balle ennemie entre en sifflant et va frapper soudain le vieux meunier qui, la face pâlie, chancelle et tombe au milieu du moulin. Se saisissant d'un vieux fusil de chasse, Marcel, alors pour venger le meunier, tire sans trêve et couche la place chaque ennemi que son œil peut viser. Mais le Français a cédé sous le nombre. Par le vainqueur, le moulin est cerné. Marcel est pris, et leur chef d'un air sombre lui dit « C'est bien,
tu seras fusillé. Quand vint le soir devant le capitaine, Marcel parut. Le chef lui dit tout bas, « Tu dois connaître les bois et la plaine. Sers-nous de guide. À ce prix tu vivras. » Mais relevant son front plein de vaillance, il répondit, « Mon sort m'importe peu, plutôt la mort que trahir la France. Feu donc, soldats. À Madeleine, adieu. » Un éclair sillonna la plaine. Marcel, debout, tomba sans peur, et le sang rose de son cœur s'en alla rougir une fleur du bouquet blanc de Madeleine. Plus de 1,3 million de militaires décédés au cours de la Première Guerre mondiale ont obtenu la mention « Mort pour la France ». Les fiches suivantes ont été élaborées au lendemain de la guerre par l'administration des anciens combattants. Tué à l'ennemi est l'expression militaire utilisée en France sur les documents administratifs des soldats tués pour désigner la mort sur le champ de bataille et notamment dans les tranchées, mort violente au combat. Des avis émanant du ministère de la Guerre étaient transmis au maire de la commune qui en avisait personnellement la famille que le soldat avait demandé de prévenir. L'avis était également signifié aux autorités militaires qui tenaient le registre matricule. À partir de là, la mairie pouvait établir des actes de décès, ce qui permettait à la famille d'ouvrir la succession. Pour qu'un soldat soit déclaré mort, il fallait que, de l'attaque, reviennent 2 témoins pour l'attester, faute de quoi il était déclaré disparu. Il y eut au total 86% de décès sur le champ de bataille, contre 14% par maladie ou en captivité. Dans plusieurs cas, le prénom inscrit sur les fiches n'est pas celui inscrit sur le monument aux morts. Dès 1914, la qualité de mort pour la France est attribuée aux civils et aux soldats victimes de la Première Guerre mondiale. Ainsi, tout au long du conflit, le ministère de la Guerre tient à jour un fichier de tous les soldats honorés de cette mention qui répondait à des critères précis. Seules les personnes décédées entre le 2 août 1914 et le 24 octobre 1919, morts sur le champ de bataille ou à cause de dommages directement imputables au conflit, étaient susceptibles de la recevoir. 31 hommes de la commune de Charmes, âgés entre 20 et 42 ans, ont été reconnus morts pour la France, mais 34 noms sont inscrits sur le monument aux morts. En effet, la municipalité de l'époque a rajouté Chazal-Émile, Raymond Auguste et Bard Aimé, décédés des suites de la guerre. À l'issue de la guerre, presque toutes les communes de France vont faire construire des monuments aux morts. Ils ont tous un style bien particulier, mais s'inscrivent dans une démarche d'un contexte historique bien particulier. Tous les discours officiels alliés, de 1914 à 1918, présentent le conflit comme une guerre du droit, lui donnant ainsi le caractère d'une croisade religieuse. D'ailleurs, l'une des conséquences de la guerre est un retour aux valeurs du sacré, favorisé par les horreurs des combats et la séparation d'avec les familles. 3 personnages religieux féminins servent donc de thème aux artistes qui conçoivent les monuments aux morts. La Sainte Vierge, Jeanne d'Arc, libératrice de la patrie, béatifiée en 1909, et la carmélite Thérèse de Lisieux, qui fait l'objet d'une procédure de béatification. En 1916, le sculpteur Ajalabert écrit « Comment glorifier les monuments pour la patrie », où il conclut sur la nécessité de redire l'union sacrée du pauvre et du riche, du curé et de l'instituteur, du châtelain et du bouvier.
La guerre a mis fin à l'anticléricalisme sectaire. Les monuments aux morts fleurissent dès 1919. Ils sont très variés, de la simple stèle avec palme et croix de guerre jusqu'au panorama avec personnages drapés à l'antique. D'autres évoquent la silhouette du fantassin français ou le combat du coq gaulois contre l'aigle allemand. Les maires ou les parlementaires en inaugurent 35 000 jusqu'en 1924. De plus, 5 ossuaires sont érigés sur les lieux des grandes batailles comme Verdun ou la Somme. Enfin, l'Est et le Nord de la France se couvrent de nécropoles militaires. L'implantation des monuments aux morts dépendait le plus souvent de la tendance politique de la commune. Ainsi, le monument était placé sur la place du village pour les municipalités de gauche ou athées, de manière à ce que le monument soit visible de tous. Pour les communes plus proches de la droite ou du catholicisme, le cimetière était le lieu le plus plébiscité pour le recueillement nécessaire aux familles. Ainsi, à Charmes, le monument trouve sa place au cœur du cimetière communal, où l'on peut retrouver les noms des 35 soldats morts pour la France lors de ce premier combat. C'est en séance du conseil municipal du 20 novembre 1919 que la commune de Charmes souhaite honorer la mémoire des enfants de la commune qui sont morts pour la France. Elle décide de consacrer à leur souvenir l'érection d'une plaque commémorative en marbre qui sera érigée dans le cimetière communal sur le mur sud, face au portail d'entrée, direction de l'allée centrale. Une surface de terrain longeant ce mur-là sera réservée devant la plaque et le terrain sera entretenu en bon état et entouré d'une grille, et la concession du dit terrain sera absolument gratuite. Pour payer la dépense occasionnée, il a été fait par une commission composée de membres du conseil municipal et d'anciens poilus une souscription publique dont le produit s'est élevé à 1038 francs. Et devant les frais supplémentaires liés à cette construction, le conseil communal décide une subvention supplémentaire de 100 francs pour couvrir les frais. C'est donc au cimetière que le monument aux morts prendra sa place à Charmes pour commémorer la mémoire des 35 soldats morts pour la France lors de ce premier conflit mondial, et où on retrouvera plus tard les combattants de la Seconde Guerre mondiale.